Bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous retracer le label Industrie du futur du site FPT de Bourbon-Lancy, un site historique. Donc je me propose pendant les 45 minutes qui sont là de vous présenter un petit peu le site qui n'est pas forcément connu et qui est pourtant un acteur majeur, et surtout de vous présenter notre démarche d'industrie du futur qui a la particularité d'être surtout centrée sur l'homme, ce qui est un petit peu étonnant et qui peut être un peu décalé aujourd'hui quand on parle toujours de technologie, quand on parle d'industrie 4.0. Je suis responsable des services techniques sur le site FPT de Bourbon-Lancy. Je m'occupe de l'innovation. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire partager l'histoire du site. Simplement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, FPT Industrial, c'est une branche du groupe CNH. CNH Industrial qui regroupe une multitude de marques. Pour la partie FPT, on est un des leaders mondiaux dans la conception, la production et la commercialisation des groupes motopropulseurs industriels. Vous voyez quelques photos, effectivement, motorisation diesel, gaz, des boîtes de transmission, des ponts avant et des ponts arrière. Donc toutes ces motorisations industrielles, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus d'un moteur qui sort de nos lignes de production sur les différents sites chaque minute. Nos produits aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils équipent? Ils équipent des on-road, des camions Iveco par exemple que vous voyez sur la route, ont tous des moteurs produits en France à Bourbon-Lancy. Vous les voyez dans les bus, dans les champs, en power generation, dans des groupes électrogènes, et vous les voyez aussi sur l'eau puisqu'on équipe des bateaux. Les engagements FPT, simplement pour repositionner un petit peu le groupe en matière de développement durable. On parle beaucoup de motorisation aujourd'hui, de décarbonation. C'est clair qu'on s'inscrit complètement en tant que constructeur sur la partie décarbonisation avancée à travers nos produits. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais simplement pour donner une idée en termes de motorisation industrielle sur nos axes, donc en termes de diesel propre, de gaz naturel, qui équipe une grosse partie aujourd'hui de nos moteurs, et l'électrification qui arrive aujourd'hui, et aussi la partie hydrogène. Je ne rentrerai pas sur ce sujet-là, mais ça reste un des points et un des axes majeurs aujourd'hui pour FPT. Pour vous donner une idée de notre footprint, parce que beaucoup connaissent nos marques qui roulent, mais pas forcément ceux qui fabriquent les moteurs, c'est 8200 personnes dans 10 usines dans le monde entier, 8 centres de R&D. Vous nous voyez majoritairement effectivement en Europe, mais on retrouve aussi des sites qui produisent sur les différents continents et qui approvisionnent les locaux. Le site de Bourbon-Lancy, alors on ne le connaît pas forcément, au milieu de la France, là où il y a rien, et ben, il y a une usine. Le premier employeur de Bourgogne, qui aujourd'hui a plus de 1200 salariés, avec près de 300 intérimaires sur le site actuellement, 210 000 mètres carrés qui sont clos, un site au cœur d'une petite ville thermale, Bourbon-Lancy, et des productions à l'heure actuelle de 42 000 moteurs. Et vous le voyez sur le graphique, la motorisation ne connaît pas la crise, puisque nous, aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas forcément subi de plein fouet le Covid. Et en tout cas, l'année 2021 s'annonce l'une des meilleures des 10 dernières années, presque, en termes de production et en termes de volume. Nos produits sur le site de Bourbon, on est la seule usine dans le groupe qui produit l'ensemble de la gamme Cursor, c'est 6 modèles, 90 types, 6 970 options qui sont produites sur nos lignes d'assemblage, sur 2 lignes d'assemblage. On verra, et c'est ce qui nous a notamment fait nous lancer dans la démarche de l'industrie 4.0. On produit aujourd'hui 15% de motorisation gaz, cette part étant chaque année de plus en plus conséquente. Et on exporte 20% en dehors de l'Europe. Notre client principal étant l'usine Iveco qui est positionnée à Madrid. Mais pour le reste, vous retrouvez des moteurs made in France dans le monde entier. Au niveau de notre process, on usine le cœur du moteur, on usine les pièces nobles, c'est-à-dire blocs, culasses, bielles, Arbracam, Villebrequin, sur 7 lignes d'usinage et 245 machines. Au total, 1200 équipements qui vont nous permettre de produire ces pièces. Simplement pour resituer, un moteur industriel, c'est 1,5 tonne. Donc vous avez effectivement des machines d'usinage qui sont conséquentes en face. Au niveau de nos lignes de montage, on a 3 lignes de montage, 2 lignes d'assemblage et une ligne de finition, 310 postes de travail et une automatisation qui est inférieure à 5%.
Pourquoi aussi peu d'automatisation? Simplement parce qu'on a aujourd'hui un nombre de variantes et d'options qui sont telles que l'automatisation n'est pas envisageable et dans tous les cas retarderait l'intégration des nouveaux produits sur nos lignes. Donc il est clair qu'aujourd'hui on est sur des activités qui sont quasiment 100% manuelles, à part des opérations qui peuvent être plutôt pénibles ergonomiquement et qui sont supportées par des robots. D'un point de vue certification, vous avez effectivement les classiques que vous connaissez en termes d'ISO, d'IATF, d'OHAS. La particularité du site de Bourbon, c'est qu'on a obtenu la médaille d'or World Class Manufacturing. On est 8 usines dans le monde à l'avoir obtenue par cette association. Et elle a été obtenue par le site au mois de juillet cette année, avec toutes les retombées prestigieuses pour le site. Le site, forcément, 1200 salariés dans une petite ville thermale. On est un acteur sur trois axes. L'usine verte, c'est vraiment une démarche. On est au cœur d'un site protégé. On a la Loire qui est au bout de l'usine. Donc on est au-delà de notre produit, où on produit effectivement, on est le premier site européen en termes de motorisation verte. On est respectueux de la biodiversité locale, c'est notre environnement et on y tient. On forme et on sensibilise énormément toute la jeune population. Donc on va du primaire jusqu'aux écoles supérieures aujourd'hui qui viennent sur le site. On travaille en partenariat très fort et vous verrez certaines de nos collaborations sur des sites sur le salon. Avec Dalkia, puisqu'on a mis en place la première cogénération de Bourgogne, station de traitement des eaux, des projets photovoltaïques aujourd'hui avec EDF. Donc on a énormément d'actions engagées autour de l'environnement. Engagé aussi, on l'est à travers des missions auprès des sapeurs-pompiers, des projets humanitaires, des conventions réservistes. Aujourd'hui, on se veut un site qui est implanté dans le territoire et qui est un acteur majeur économique. Nous représentons tout le territoire pour territoire d'industrie. On a été projet pilote, on a bénéficié de France Relance récemment pour nous aider à supporter la modernisation à travers les motorisations et des nouveaux bancs de test. Donc aujourd'hui, on fait la promotion de l'industrie, là aussi à tous les niveaux, puisque pour nous aujourd'hui c'est important de donner une image de l'industrie un peu différente autour des plus jeunes et attirer les plus jeunes dans les métiers de l'industrie. Et on a forcément là aussi des partenariats communautaires auprès des anciens, des plus jeunes, et on va relativement large sur l'ensemble du territoire. Le contexte de notre démarche, on m'a aujourd'hui demandé de vous présenter notre label Vitrine du futur. Alors il est un petit peu vieux, il date de 2018. Donc je vais simplement vous repositionner le contexte de notre labellisation. On se situe en 2016, en 2017 à peu près sur le site. On a une compétitivité interne au groupe. Aujourd'hui, on va mettre en concurrence un site français avec des sites d'Amérique du Sud et un site chinois. Donc on a une mise en concurrence. Donc on est obligé de réfléchir à notre compétitivité au niveau des coûts par rapport à des stratégies de footprint qui peuvent être décidées au niveau du groupe. On a un produit qui est en pleine mutation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on y voit peut-être un petit peu plus clair, mais en 2016-2017, on avait une usine qui est plébiscitée par ses clients parce qu'elle est reconnue d'un point de vue qualité. On a un niveau de qualité qui est reconnu auprès de tous nos clients, une reconnaissance de notre savoir-faire. On est en train de lancer des motorisations gaz en 2016-2017. On voit s'accélérer les variantes et on voit s'accélérer la demande du marché. Donc on est en pleine réflexion sur notre process, sur notre produit. En parallèle, on travaille l'excellence industrielle. Je vous ai parlé du WCM, le World Class Manufacturing. Cette démarche d'excellence, elle est tirée du Lean, mais en tout cas, elle amène une compétition entre les usines du groupe à travers l'efficience, à travers l'innovation et tout ce qui est lié à l'environnement. Donc on est sur un site qui veut se démarquer au niveau de l'innovation, mais surtout se démarquer au niveau de sa compétitivité et au niveau de ses coûts. Dans ce contexte-là, on s'est dirigé vers l'industrie 4.0. Alors, on y est allé sans trop de peur. C'est notre site que vous voyez. On date de 1874 et vous voyez là des images, alors qui sont toujours assez fortes, puisque c'est notre site à l'époque. Et on s'est dit un petit peu bêtement, ça fait déjà 3 industries révolution industrielle qu'on fait au niveau du site. La 4e révolution industrielle, elle ne va pas forcément nous faire peur. Donc allons-y et lançons-nous pour répondre aujourd'hui à la demande de nos clients. On est allé à l'époque, dans les années 2015-2016, vraiment à fond sur la démarche et sur ces briques technologiques qu'on voulait intégrer de manière au niveau de nos process, réussir à les optimiser.
C'est la première démarche qu'on a fait et on s'est lancé, je pense, un peu comme beaucoup de groupes, comme beaucoup même de plus petites entreprises, sur cette partie de technologie. Et là, on s'est planté. On s'est planté et en fin 2016, on s'est posé et on s'est dit non, ça ne peut pas aller. Et on s'est retourné un petit peu, on s'est posé, on s'est dit prenons les derniers projets logotypés Industrie 4.0 et puis on va les regarder parce qu'il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Le premier, le RFID, qui a été un flop, malgré des investissements relativement conséquents, qui n'a pas permis d'avoir l'efficience qu'on pouvait espérer. L'impression 3D, qui a marché, mais du tonnerre, on ne savait pas forcément trop pourquoi. Et le projet de machine connectée, qui lui marchait pas, mais qui en tout cas n'amenait pas les performances qu'on espérait dans ces années-là. Donc on s'est posé, on a essayé de faire un petit retour d'expérience sur ces différents projets. Honnêtement, hein, on a perdu de l'argent sur certains de ces projets. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Et finalement, c'est un peu ce que j'ai écrit sur ces slides. Le RFID, on l'a laissé aux spécialistes, des spécialistes du RFID, des spécialistes techniques sur le site. On n'a pas impliqué les managers parce que ça semble tellement simple de faire du RFID. On n'est pas forcément allé voir sur le terrain, on n'a pas fait forcément non plus d'analyse. Et on s'est planté. On a investi, on a mis du RFID et ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Notamment le fait que le RFID avec des motorisations et des pièces aussi encombrantes ne pouvait pas forcément fonctionner. Et aussi parce que les opérateurs avaient déjà fait le gain qu'on espérait parce que logiquement sur une ligne, ils trouvent des astuces. Et ce qu'on espérait gagner avec le RFID, finalement, les opérateurs l'avaient déjà gagné depuis longtemps. Donc on n'a pas marché. On a investi, ça n'a pas fonctionné. L'impression 3D, par contre, qui a commencé dans un bureau, dans un petit coin de bureau, a fonctionné de manière hyper positive avec toute l'usine qui s'est très rapidement approprié cette technologie au point qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard de travailler sur l'impression 3D. Et là, la communication, elle a été positive parce qu'elle venait du terrain, elle venait de quelques gars qui faisaient ça dans leur garage, puis qui l'ont amené dans l'usine, qui étaient totalement autonomes et qui ont présenté ça comme une technologie pour nous aider au quotidien, pour aller plus vite, pour faire mieux et pour améliorer certains postes de travail. Donc l'impression 3D, on n'a pas investi énormément et finalement, on a eu un retour très très positif au point qu'aujourd'hui, comme je le disais, l'impression 3D chez nous, elle fonctionne comme un standard, comme une technologie qui est là depuis des années. Les machines connectées, on a eu 2 retours suivant, là aussi, les fournisseurs, la manière dont on l'avait amené. Une équipe qui était une équipe de spécialistes où on avait un peu oublié que les machines, c'était le domaine de la maintenance. Donc, on s'était adressé à des informaticiens. Ça n'a pas fonctionné. Et par contre, un autre atelier où on avait une solution qui avait été choisie par des managers techniques. Et là, une autonomie de mise en place qui faisait qu'on avait un projet qui fonctionnait. Donc là, on s'est dit, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut qu'on repense, il faut qu'on réfléchisse à notre stratégie pour investir et investir à bon escient. Et là, on s'est posé, on a réfléchi. Vous voyez la fin du petit graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout le monde connaît ce qui est écrit en noir. Hein, l'âge de la vapeur, l'électricité, l'âge de l'information, l'âge de la donnée. Je pense que vous connaissez tous ça par cœur et je ne vous apprends rien. Par contre, il y a ce qui est écrit en rouge en dessous et qui, quand on se pose un tout petit peu, qu'on quitte notre casquette technique et qu'on regarde plutôt notre casquette managériale, montre qu'en parallèle de toutes ces révolutions industrielles, il y a eu des changements. Il y a eu des changements d'organisation, il y a eu des changements de méthode de travail et surtout, il y a eu des changements de management. Toujours légèrement décalés, on est bien d'accord, mais en regardant le passé, qui souvent éclaire, on le sait bien, l'avenir, on a vu que sur la première industrie, on a eu la première révolution industrielle. C'est là qu'on a eu les prémices du management, c'est là qu'on a eu la standardisation, l'optimisation. Alors un peu militaire, mais en tout cas, c'est là où on a commencé à cadrer une certaine organisation. Avec la deuxième révolution industrielle, vous connaissez tous le Fordisme et le Taylorisme qui sont arrivés. Sur la troisième révolution industrielle, on a le Lean qui a fait son entrée dans les industries et qui a commencé à structurer les organisations. Et d'un point de vue managérial, c'est là qu'on a vu apparaître une certaine révolution avec du management par les objectifs, le management situationnel qu'on vous a tous appris si vous avez fait des formations de mise en situation. Et puis avec l'industrie 4.0, effectivement, on voit toute la data, etc. Mais on voit apparaître en filigrane certains discours autour du Lean 4.0. Qu'est-ce que sera le Lean de demain?
En interne, on se pose des questions sur c'est quoi le WCM de demain. Et on voit apparaître certaines notions, notamment d'entreprise libérée. Sur des grands groupes, on voit apparaître cette notion de réappropriation des choix et des décisions au niveau des sites. Donc on voit aussi, à travers des mutations générationnelles, on voit apparaître le management qui évolue. Donc on s'est dit, si on va que sur la techno, on est mort, on ne va pas y arriver, on va rater ce virage. Donc on s'est reconcentré, on s'est dit qu'est-ce qu'on attend du 4.0 ? Quels sont les enjeux majeurs du 4.0 pour nous, un site qui fabrique aujourd'hui des moteurs industriels. La réduction des temps d'industrialisation, j'en ai parlé, plus on est capable d'aller vite pour industrialiser, plus on répond vite à la demande de nos clients. Et on voit que sur le marché, c'est réellement un attendu. La flexibilité, l'agilité, alors vous me direz, quand on arrive dans une usine de moteurs, il n'y a rien qui ressemble plus à un moteur qu'à un autre. Mais si vous rentrez dans le détail, chaque moteur est spécifique à l'application. On a des centaines de variantes. Pourquoi ? Parce qu'un moteur de camion, ce n'est pas la même chose qu'un moteur de tracteur. Et donc, on a aujourd'hui cette nécessité d'être flexible, d'être agile pour pouvoir produire. Sur notre ligne, aujourd'hui, il n'y a pas deux moteurs qui se ressemblent. On produit uniquement à la commande. Et donc, on doit être, comme je le dis toujours, on est capable de faire de l'artisanat, puisque c'est ça aujourd'hui. Il y a des moteurs qu'on va produire une fois par an. On est capable de faire de l'artisanat sur des lignes de production de masse. Et aujourd'hui, c'est ça notre force. Et c'est vers ça que nos clients veulent aller. L'efficience, bien sûr, je ne reviens pas sur le sujet, on en a parlé au début, c'est le nerf de la guerre, l'argent c'est le nerf de la guerre. Produire en France, c'est un défi, je pense que vous avez dû en entendre parler dans toutes les conférences aujourd'hui. Donc l'efficience de notre site de production et la partie personnalisation. Quand on fait de la production de masse, on veut bien vendre n'importe quoi, n'importe quelle voiture du moment qu'elle est noire. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pouvoir répondre exactement à la demande de notre client. Et donc, notre process doit être mis à disposition aujourd'hui de nos équipes produits pour effectivement fournir le meilleur produit à nos clients. Fort de ça, on a construit notre vision. Alors, notre vision, aujourd'hui, elle s'articule autour de 4 axes. La techno, on la connaît, vous connaissez tous, je ne reviens pas dessus. Les méthodes dynamiques. Les méthodes, on pense à quoi quand on dit méthode ? On pense à comment est-ce qu'on va travailler demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sous-tend vos organisations ? Dans la plupart des groupes, c'est du Lean. La colonne vertébrale de l'organisation, elle est sous-tendue par le Lean. Qu'est-ce que sera demain notre organisation ? Et on parle de méthode dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on parle du principe qu'avec l'avènement de la donnée, on y reviendra, notre organisation va bouger en temps réel, puisque la donnée, on l'aura en temps réel. Et pour cadrer tout ça, le management, c'est-à-dire qu'on parle là aussi du principe que notre management, il doit s'adapter à nos générations, s'adapter à nos technologies, s'adapter à toutes nos méthodes de travail. Et au cœur de tout ça, eh ben les hommes, parce que qu'est-ce qui constitue aujourd'hui réellement la richesse de notre entreprise, la richesse de nos industries, c'est les hommes. Donc comment est-ce que l'ensemble de cette vision, elle est mise au service des hommes et des femmes de l'entreprise. Cette démarche, on l'a construite, vous voyez les petits logos en bas, en collaboration avec l'INSA de Lyon, le laboratoire LIRIS, puisque c'est avec ces deux partenaires académiques qu'on a construit à travers des thèses CIFRE qu'on a positionnées sur le site et différentes thèses qu'on a conduites sur le site pour construire réellement cette démarche et la mettre en œuvre. Notre vision, comment est-ce qu'elle s'articule par rapport à ça ? Priorisation. Je ne mets pas de la techno juste parce que ça fait beau. Il y a des technos qui sont magnifiques, qu'on voit dans ce salon, qui sont superbes, mais si elles ne s'adaptent pas, on ne va pas les chercher. D'accord ? Donc c'est savoir prioriser, c'est savoir choisir en fonction de ce qu'on a besoin. Et ce que moi j'ai besoin aujourd'hui sur le site FPT, ce n'est pas la même chose que mon voisin. Donc restez en veille, restez attentifs, mais prioriser par rapport à ce qui vraiment nous pose problème. La partie priorisation, la notion d'essai-erreur. Quand on fait de l'innovation, on se plante. Oui, ok, on se plante forcément à un moment donné. Et c'est accepter la partie des échecs. Le support à la décision, on y reviendra parce que c'est clairement ce qui va nous driver sur la partie managériale. Et on relance par rapport à ça le management 4.0 que j'évoquerai sur la fin de cette présentation. Ça, c'était pour dire notre vision. Et donc, qu'est-ce qu'on a présenté quand on a fait notre labellisation ? C'est cette vision, c'est cette idée qu'on a présentée et qu'on a supportée comment autour du manager.
je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment du management, mais pour nous, le manager, en 2017, était la clé. C'est le rouage de la conduite du changement. Tous ceux qui ont fait du Lean, vous le connaissez très bien. On sait aujourd'hui que les compétences techniques, elles ne suffisent plus. Aujourd'hui, il nous faut des compétences comportementales. On parle beaucoup de soft skills. Pourquoi? Parce que ces compétences techniques qu'on va apprendre aujourd'hui, demain, elles ne serviront plus et après-demain, peut-être encore moins. Donc, il est important aujourd'hui d'enseigner à nos opérateurs comme à nos étudiants ces soft skills que j'ai listés ici, la partie communication, la partie agilité, adaptation, apprendre à apprendre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Donc il faut que nos managers aujourd'hui arrivent à conduire ce changement et arrivent avec leurs opérateurs sur le terrain à promouvoir ces soft skills. Comment ? En donnant, et c'est les mots-clés dont on parle aujourd'hui en management, il faut qu'on donne de l'autonomie. Il faut qu'on aide les opérateurs à s'approprier les projets, leur donner de la vision et surtout les soutenir dans cette notion d'autonomie et dans cette notion d'engagement. Comment? En développant un style de management que peut-être certains connaissent, qui est l'empowerment, qui est comment donner aujourd'hui à nos opérateurs les clés pour monter en compétence, pour se rendre autonome et pour apprendre à apprendre. Finalement, si un manager se positionne dans un mode d'empowerment, donc un management empowerment,